Bien, il est 11 heures. En bonne germaniste, ponctualité oblige. Nous allons commencer avec un stéréotype. Bien. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre présence aujourd'hui et merci à l'UFR d'études germaniques de nous accueillir dans le cadre de la semaine franco-allemande qui a été organisée à l'occasion de la remise du doctorat honoris causa au président de la République fédérale d'Allemagne, Joachim Gauck, qui s'est tenue hier. Donc, je remercie aussi les étudiants qui sont présents et qui sont intéressés par ce sujet. Donc, je dois, avant de commencer notre rencontre, excuser Madame Kellerer, qui a eu un problème familial et qui ne peut être présente avec nous aujourd'hui. Donc, je présente les deux intervenants. Faut-il les présenter? Ils sont mondialement connus. Mais je vais malgré tout les présenter. Donc, à ma droite, François Rastier est directeur de recherche au CNRS. Il est sémanticien. Ses recherches s'inscrivent dans un programme plus vaste que la linguistique, puisqu'il s'intéresse aux sciences de la culture et à une sémiotique des cultures. Dans ce contexte, François Rastier a entre autres travaillé sur Heidegger et son programme idéologique nazi et antisémite. Il vient justement de publier Heidegger, naufrage d'un prophète, que vous trouverez sur la table qui se trouve là-bas, qui va paraître en allemand dans la traduction d'Ulrich Hermann aux éditions Néo-Félis. À ma gauche, Emmanuel Faye, professeur des universités à l'université de Rouen, où il enseigne la philosophie moderne et contemporaine. En 2005, il a publié Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, qui a été traduit en 5 langues et a suscité une discussion internationale. Il vient de publier fin 2016 un livre, cette fois sur Hannah Arendt et Heidegger, Extermination nazie et destruction de la pensée, que vous trouverez également sur la table, qui a suscité également beaucoup d'articles et de discussions, notamment une controverse télévisée avec Alain Finkielkraut. Tous les deux, vous faites partie des premiers à avoir décelé, en scrutant les implicites, le lexique et les problèmes traductologiques que la pensée de Heidegger montrer que la pensée de Heidegger était plus finalement une vision du monde, un programme avec une vision du monde, qu'une philosophie à proprement parler. Plus un programme de système de pensée antisémite qui s'inscrit dans le temps qu'une philosophie à proprement parler. Rappelons le sens étymologique du mot philosophie qui est quand même amour de la sagesse. Donc de quel type de sagesse peut-il bien s'agir ici ? Pour rappel, Heidegger a décidé par voie testamentaire de continuer de publier post-mortem. Ses travaux posthumes sont clairement antisémites. Les cahiers noirs remettent en question l'ensemble de sa pensée. Si tout le monde est désormais d'accord sur le nazisme de Heidegger, tout le monde n'a pas toujours été convaincu que sa philosophie l'était également profondément en synchronie comme en diachronie. Alors en diachronie parce qu'il continue de publier post-mortem. Hier est sorti un dossier spécial Heidegger dans le magazine littéraire auquel vous avez participé tous les deux. Donc je vous donne la parole, Emmanuel Faye, en premier. Vous allez nous parler de Heidegger et Cassirer ou le combat pour l'être. Vous allez nous présenter la pensée de Heidegger dans sa volonté de destruction de la juiverie mondiale, je cite, ainsi qu'une hypothèse toute nouvelle sur l'opposition de être et temps à la philosophie des formes symboliques de Cassirer. François Rastier, ensuite, nous fera un condensé critique de la réception de Heidegger. Donc, deux interventions très complémentaires. Donc, nous donnerons ensuite la parole au public, j'espère une bonne quinzaine de minutes. Merci vivement, Astrid Guillaume. Merci de nous avoir proposé de venir avec vous discuter de la question Heidegger. Je voulais commencer par une sorte de témoignage. L'an dernier, j'étais à l'université Lomonosov de Moscou pour un colloque sur les cahiers noirs. Et face à moi, j'avais un collègue russe, heideggerien, un jeune professeur d'université, qui reprenait la distinction dans les cahiers noirs entre les deux national-socialismes. Heidegger, dans les cahiers noirs, distingue le national-socialisme vulgaire, qu'il estime pas assez barbare et trop petit bourgeois, et le national-socialisme spirituel, qu'il part de toutes les vertus, notamment pour le destin planétaire
de l'essence allemande. Et l'argument de mon collègue Falev, c'était le national-socialisme spirituel est un programme intéressant, il n'a jamais tué personne. Donc voilà, si vous voulez, comment parle un collègue philosophe à Moscou aujourd'hui. Et les étudiants lui posaient des questions sur la légitimité du Führerprinzip. Ils demandaient est-ce que l'on peut... Enfin bon, c'était vraiment cela. En France, notamment à la Sorbonne, à Paris 4, où j'avais fait mes études de philosophie, on n'est pas du tout, heureusement, dans ce registre, mais on est peut-être dans un registre tellement lointain qu'on n'aborde pas ces questions suffisamment. Donc c'est l'occasion aujourd'hui d'y venir. Mais il faut avoir vraiment la conscience de cet aspect décomplexé. Ce matin, avant de venir, je regardais un site heideggerien, un site sur Heidegger qui s'appelle Heidegger Research Group américain. Et il y avait un heideggerien américain qui me reprochait la chose suivante. Il me disait « Vous critiquez Heidegger parce qu'il est nazi ». Textuellement, hein, je condense. Mais la moitié du monde estime que le nazisme est une grande chose. Donc finalement, vous partez d'une prémisse subjective et votre raisonnement est invalide. Hein, texto. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a un dossier très médiatique dans le magazine littéraire où la moitié au moins des intervenants sont des critiques. Donc c'est une petite révolution. Mais le dossier s'ouvre par un article d'un journaliste, Patrice Bollon, qui ouvertement défend Carl Schmitt et la révolution conservatrice et estime que, enfin, ceux comme moi, puisqu'il me nomme, qui critiquent Heidegger sont, dit-il, des liquidateurs et des occidentalistes. En fait, je crois qu'il n'a pas lu mon dernier livre parce que dans Arendt et Heidegger, je soutiens que le concept d'Occident est en fait un mythème, une mythologie qui a été propagée en 1918 par Spengler. Mais je ne me vois pas du tout comme un défenseur de cette mythologie. Alors, je voudrais donc aujourd'hui essayer de pointer quelque chose d'important sur ce que Heidegger appelle dans son livre de 1929 sur Kant, le combat pour l'être, et montrer comment ce combat s'est noué. Alors pour comprendre le chemin de Heidegger et la courbe de sa pensée sur le long terme, des années 1910 aux années 1970, il apparaît aujourd'hui nécessaire, à la lumière notamment de la lecture des premiers cahiers noirs, de prendre en considération sa relation au judaïsme. Je propose d'ouvrir quelques pistes et de formuler de façon lapidaire quelques hypothèses. Karl Jaspers a rapporté, dans un chapitre sur Heidegger ajouté à la seconde édition posthume en 1977 de son autobiographie philosophique, comment le recteur Heidegger en 1933 lui avait fait part de sa crainte de l'existence, disait-il, d'une dangereuse internationale juive. Les cahiers noirs récemment publiés confirment la radicalité de cette vision. À propos des cahiers noirs, un petit excursus. En Italie, les 2 premiers volumes sont parus depuis plusieurs mois. Aux États-Unis, en Espagne, le premier volume. En Russie, le premier. J'étais interviewé par un journal russe, Gorky Media, à ce propos. En France, il n'y a toujours aucune parution. On annonce seulement dans un peu plus d'1 an une parution qui ne sera pas dans le corpus heideggerien habituel chez Gallimard, ça ne sera pas dans la collection Philosophie fondée par Sartre et Merleau-Ponty, ça sera dans la collection L'Infini de Philippe Solers. Donc c'est une manière déjà de déporter de côté ces textes que Heidegger a voulu comme étant l'aboutissement, les derniers à paraître de ses œuvres complètes en 102 volumes. Vous avez un certain nombre de textes explicites qui mettent en cause les manigances de la juiverie mondiale. Alors, donc ces cahiers noirs confirment la radicalité de cette vision que l'on pourrait nommer, dans le langage d'aujourd'hui, complotiste, et que l'on trouve aussi bien chez Heidegger que dans la vision du monde national-socialiste, cette Weltanschauung dont il fait d'ailleurs un éloge vibrant, ainsi que l'enseignement de Hitler, dans un cours de l'hiver 1933-34, sur lequel j'avais mis l'accent il y a 11 ans, cours qui a été d'ailleurs depuis traduit en américain, etc., mais qui est toujours non traduit en français. Le cours sur l'essence de la vérité de l'hiver 33-34, sur lequel je reviendrai. Alors, ce que j'ai voulu montrer dans la deuxième partie du livre sur
Arendt et Heidegger, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, avec l'antisémitisme heideggerien, d'un affect anti-juif, mais bien de la structuration de toute une pensée. Nous savons depuis 2005 que Heidegger, dans une lettre à sa fiancée Elfriede, lettre dans une correspondance publiée au Seuil et aussitôt pilonnée par les ayants droit, on ne peut plus l'acheter. Dans cette correspondance, on trouve une phrase que j'avais fait connaître dans un article du Monde du 4 janvier 2006 où j'appelais à l'ouverture des archives Heidegger à tous les chercheurs, ouverture qui n'est toujours pas réalisée. Heidegger s'en prenait à ce qu'il nommait l'enjuivement croissant, wachsende Verjudung, selon lui, de la culture et des universités allemandes qu'il estimait effrayant. Et il lui opposait la certitude que face à ce supposé enjuivement, die Deutsche Rasse, la race allemande, serait trouvée, disait-il, suffisamment de force intérieure pour parvenir au sommet. Donc nous sommes, avec ces propos, dans une configuration que l'historien Saul Friedlander nomme à juste titre un antisémitisme rédempteur ou salvateur. C'est une vision fantasmée ou mythifiée du peuple et de l'essence allemande qui ne peut accomplir son destin et son salut que par un combat sans merci contre la supposée Weltjudentum ou juiverie mondiale. Avant d'aller plus avant, il n'est pas inutile de dire quelques mots du contexte historique dans lequel évoluait alors cette lutte pour ou contre l'assimilation des Juifs dans la culture et la vie intellectuelle allemande, à l'époque où donc Heidegger s'en prend à cette supposée Verjudung. En réalité, c'est de façon très parcimonieuse que l'université allemande s'ouvrait alors aux citoyens de confession ou d'ascendance juive. La situation, par exemple, d'Hermann Cohen à l'université de Marbourg était demeurée longtemps une exception dans le champ de la philosophie académique. Et celle à l'université de Freiburg d'Edmund Husserl, dont il faut rappeler qu'il n'était pas de confession juive, mais luthérienne, était également exceptionnelle. Alors après que Hermann Cohen avait pris sa retraite en 1912, son successeur à Marbourg, Paul Nathorp, avait évolué lui-même vers un nationalisme de plus en plus affirmé, qui culminera en 1924, année de sa mort, avec son dernier ouvrage Der Deutsche und sein Staat, année où Heidegger prononce à Marbourg son fameux cours sur le sophiste. Ce cours ce cours est traduit, il est important. C'est un cours auquel Hannah Arendt et Léo Strauss ont participé, qui ont été déterminants pour eux. Et Heidegger ouvre son éloge funèbre par un éloge de Nathorp, en rappelant que celui-ci avait participé en 1913 au rassemblement mythique des mouvements de jeunesse sur le Hohe Meißner près de Kassel. Un rassemblement qui s'était à nouveau produit des années plus tard, en 1923. Donc c'est dans cette dynamique-là. Alors, je rappelle aussi que plus tôt, en 1910, alors qu'il était encore étudiant, Heidegger faisait partie du Gralbund, d'un mouvement littéraire catholique, mais bundisch à sa manière, qui se reconnaissait pour chef de file Richard Kralik. Richard Kralik qui affirmait que Deutsch und Völkisch signifiait la même chose et qui était proche de l'antisémite viennois Lueger. Heidegger avait pu poursuivre ses études jusqu'au doctorat et l'habilitation grâce au soutien de l'Église catholique, alors même qu'intérieurement il prenait déjà ses distances avec ce qu'il nommera en 1919 le système du catholicisme. 19 est l'année où il rompt ouvertement avec le catholicisme pour s'orienter tout autrement et devenir l'assistant et le disciple apparent de Husserl. Alors, durant toutes les années 20, Heidegger va donc effectuer une carrière académique grâce à l'appui de Husserl, tout en le vilipendant dès 1920 dans ses lettres à Levitt et à Jaspers. Il dira par exemple en 1920 à Levitt que Husserl n'a jamais été philosophe un seul instant de sa vie. Donc il y a une sorte de paradoxe de voir qu'aujourd'hui, effectivement, les archives Husserl en France, pas en Belgique où c'est différent, sont devenus un lieu peut-être plus heideggerien qu'husserlien.
vous avez donc cette sorte, on peut dire, de stratégie ou de duplicité heideggerienne à l'égard de Husserl, mais qui n'est pas seulement, à mon avis, un trait de caractère ou d'ambition. Bon, c'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est structurellement important pour comprendre sa pensée. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est-à-dire, mon hypothèse, c'est que ce rapport ambivalent à Husserl exprime quelque chose de ce que j'appellerais cette structure de compétition de l'antisémitisme rédempteur ou salvateur, où il s'agit de surmonter et d'éradiquer le judaïsme en récupérant et détournant ses forces à son profit. Donc c'est ce renversement que je voudrais essayer de décrire brièvement, et j'ai pris cette fois-ci l'exemple du rapport à Cassirer plutôt que Husserl. Je crois aussi que cette structure d'esprit peut grandement éclairer la nature des rapports complexes de Heidegger à ses étudiants juifs. Alors en 1923, grâce à l'appui de Husserl et de Nathorp, Heidegger est élu professeur à l'université de Marbourg contre, je rappelle, Richard Kroner. Richard Kroner, ce philosophe qui venait de publier son important ouvrage en 2 volumes, Von Kant bis Hegel, alors même que Heidegger ne parvenait à rien publier. Il avait pu tout au mieux produire un petit manuscrit de 60 pages sur Aristote, qui sera publié après sa mort par Gadamer, ce fameux Nathorp Bericht. À Marbourg sévit alors par ailleurs tout un groupe d'universitaires qui, eux, sont ouvertement antisémites. Parmi eux, le psychologue et philosophe Erich Jensch. Et comme le dit Heidegger dans une lettre à Jaspers, le mot d'ordre est pour eux pas un juif à l'université. Donc Heidegger bénéficie de ce climat. On est loin du temps où Hermann Cohen enseignait à Marbourg. Cassirer n'essayera même pas, d'ailleurs, lui-même d'être élu à Marbourg, et il devra, Cassirer, patienter 13 années comme Privatdozent avant d'obtenir seulement, avec l'avènement de la République de Weimar en 1919, une chaire professorale à l'université de Hambourg. Alors, pour autant, c'est là où les choses sont complexes. Heidegger n'aura jamais, sauf peut-être l'année de son rectorat, un comportement public abrupt comparable à celui de Jensch et consorts. Et d'ailleurs, Jensch, comme Crick, deviendront sous le nazisme l'un de ses adversaires les plus acharnés. Donc, avec Heidegger, la manière de penser et d'agir est plus complexe, moins apparente, plus implicite. Peut-être est-elle de ce fait plus redoutable, car plus difficile à identifier et, le cas échéant, plus difficile à déjouer. Alors, peut-être peut-on aussi ajouter un mot des conflits autour de l'assimilation qui agitent certains Allemands sur un autre plan. Il n'y a pas seulement le plan universitaire, il y a aussi celui des sociétés de pensée. Dans une conférence de 1998 prononcée à l'Université libre de Bruxelles sur la franc-maçonnerie allemande au XXe siècle, Alain Bernheim rappelait très précisément que celle-ci s'était très tôt divisée au XIXe siècle entre loges ariennes dites chrétiennes, particulièrement actives en Prusse, lesquelles n'admettaient aucun juif, et loges dites humanitaristes, ou plutôt humanistes, Humanistische Großlogen, présentes notamment à Hambourg et à Francfort, et qui acceptaient en leur sein des citoyens juifs allemands. Ce phénomène se radicalise à partir de la création de structures ésotériques comme le Germanenorden en 1911, inspiré par les spéculations folkish de Guido List, ou le Hammerbund, antisémite de Theodor Fritsch en 1912. Et en 1933, c'est à peine 1% des frères allemands regroupés dans la Grande Loge symbolique, rapidement interdite, qui s'opposera courageusement au national-socialisme et se verra interné, déporté, persécuté. Si toute la franc-maçonnerie se verra bientôt officiellement proscrite, une certaine proportion de ses membres continuera à officier dans les ordres templiers pourfendant la soi-disant judéo-maçonnerie, qui seront alors créés et développés sous la protection directe d'Hermann Göring. Cet arrière-plan ésotérique n'est pas, à mon avis, à négliger, étant donné le goût de Heidegger pour les symboles. Pensons par exemple au curieux symbole cubique qui surmonte la fontaine de sa Hütte à Todtnauberg. Pensons surtout à sa thématisation obsessionnelle du secret, indéfiniment ressassé dans ses écrits, à sa conception aussi de la vérité comme retrait et comme dévoilement, ou encore à ses développements sur le temple dans son rapport au peuple, exposé dans les versions successives de ses conférences sur l'œuvre d'art prononcées au milieu des années 30. Et il m'a semblé, sans trop
mettre l'accent quand même sur ce plan qui n'est pas central pour la philosophie, mais il m'a semblé que pour mieux comprendre la signification du combat de Heidegger contre le Judentum, il peut être utile de tenir compte de cet arrière-plan ésotérique historiquement avéré et sur lequel il y a des études objectives, auxquelles on peut légitimement penser à maintes indications que Heidegger n'était pas indifférent, plutôt que supposer, comme le fait Peter Travny, l'éditeur scientifique des Cahiers noirs, que Heidegger, quand il parle de la juiverie mondiale, aurait été, tout comme Alfred Rosenberg, un lecteur assidu des protocoles des sages de Sion. Ça me semble moins plausible. Je pense qu'il faut plutôt revenir sur le contexte d'affrontement qui se situe à l'époque en Allemagne sur plusieurs plans. Et il faut être conscient qu'il y a ces différents plans. Donc il y a le plan intellectuel, le plan universitaire, le plan politique, des plans ésotériques, etc. Tout cela participe de la vie culturelle au sens large. Alors, par ailleurs, même si Heidegger évoque de manière lapidaire les prophètes juifs dans ses Cahiers noirs au tome 97, page 159, il n'apparaît pas qu'il ait fait preuve dans ses écrits d'une connaissance sérieuse de la pensée et de la culture juive. Il n'y a pas ici une opposition philosophique entre une philosophie juive et un philosophe qui aurait d'autres présupposés. Je crois que ce n'est pas sur ce plan justement que ça se situe. D'où la nécessité d'évoquer plusieurs arrière-plans. Si tel eût été le cas, si Heidegger avait réellement assimilé la pensée juive, il n'eût pas repris, comme c'est le cas dans sa correspondance et ses cahiers, les poncifs antisémites les plus éculés, les plus vulgaires, dignes d'un Julius Streicher, l'éditeur du journal antisémite Le Stürmer. Streicher, à côté de qui Heidegger siégera en 1934 dans l'Académie pour le droit allemand qui préparera les lois de Nuremberg. Donc, le Witt lui en fera le reproche, mais c'est un fait que Heidegger a accepté cette proximité. Donc, des poncifs antisémites sur la supposée juiverie mondiale, sur ses calculs, sur ses Machenschaften, ses manigances, qui émaille la rédaction des Cahiers noirs. Alors, une interprète française de Heidegger, Marlène Zarader, a pensé pouvoir parler à propos du rapport de Heidegger au judaïsme d'une dette impensée. C'est le titre d'un livre publié en 1990, réédité en 2013, un an avant la publication des Cahiers noirs, et c'est une thèse qui est très souvent reprise par main interprète. Alors, Zarader s'appuie sur l'ouvrage classique de Gershom Scholem sur les grands courants de la mystique juive pour se demander si le thème du Dieu retiré dans les profondeurs de son néant, développé dans la Kabbale de Luria, avec sa notion notamment du Tzimtzum, n'aurait pas inspiré le motif heideggerien du retrait de l'être. En même temps, Heidegger ne cite jamais cette littérature. Elle s'est donc demandé si la transmission de la Kabbale à Heidegger ne serait pas passée par les écrits de Schelling. C'est un point d'ailleurs que Stéphane de Meraki a entrepris de creuser davantage. Je suggère une autre piste. Deux historiens italiens, Furio Gesi et Gianluca Nesi, ont remonté une piste différente. Dans son livre de 1993, Cultura di Destre, qui est traduit en allemand mais pas en français, Furio Gesi étudie au début des années 40, de Bucarest à Berlin, le développement de ce qu'il nomme une religion de la mort, qui voit dans le rituel de l'extermination des Juifs le sacrifice de la fondation du nouveau Reich. Il a beaucoup travaillé notamment sur les cahiers, les journaux de Mircea Eliade. Alors, tandis que Gesi se centre sur ses écrits d'Eliade, Nesi, dans un ouvrage tout récent que je recommande, Cercarsi nel buio, je prononce mal l'italien, de 1915, qui contient 5 chapitres, dont le chapitre 3 sur Heidegger, il suit les traces de cette pensée et de cette religion de la mort dans le cours de 1943, professé par Heidegger sur Héraclite, auquel je vous renvoie. Il y a des développements sur la fournaise qui sont extrêmement préoccupants. Plus généralement, pour la date évidemment, 43, plus généralement, ces auteurs, Gesi et Nesi, ont mis l'accent sur la présence dans le nazisme ésotérique de la volonté d'élaborer une contre-Kabbale. Alors, y a-t-il quelque chose de tel dans le motif repris par Heidegger du retrait de l'être, mais pourrait être transformé radicalement par rapport à la tradition kabbalistique?
cette piste reste à explorer. Et d'ailleurs, un workshop se tiendra ce printemps à l'Université de Cologne sur ces thèmes, organisé par Emanuele Caminada, un chercheur husserlien aux archives Husserl de Louvain. Alors, quoi qu'il en soit de ces questions, les cahiers noirs mettent en scène une Deutsche Wesen, une essence allemande magnifiée, en lutte contre les manigances d'une juiverie qui s'insinue partout. Cet antisémitisme complotiste, cet antisémitisme de compétition apparaît structurant pour la pensée heideggerienne, comme s'il s'agissait d'une lutte entre deux messianismes antagonistes. Alors dans Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie, j'ai voulu montrer comment, dans son cours dont j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'hiver 33-34, où Heidegger appelle, je cite, à l'extermination totale, Völligenvernichtung, de l'ennemi intérieur, incrusté, dit-il, dans la racine la plus intime du peuple, Heidegger affirme une volonté, je le cite, de conduire ce qu'il nomme les possibilités fondamentales de la souche originellement germanique. C'est un allemand très lourd, die urgermanische Stammeswesen, jusqu'à, dit-il, la domination. Et j'ai montré, François Rastier également, que la sémantique de la phrase, les termes qu'il emploie, la structure est tout à fait proche de phrases similaires que l'on peut lire dans Mein Kampf. Alors, dans le champ de la philosophie académique, où se meut le professeur Heidegger, cette volonté tout à la fois donc, de domination, qu'on a vu dans la lettre de 1916 à Elfriede, et qu'on retrouve explicitement dans le cours de 33-34 comme une injonction faite à ses étudiants en philosophie et aujourd'hui publiée dans l'œuvre intégrale. Alors, je vous signale à ce propos qu'il y a un juriste autrichien, Alfred Noll, qui vient de publier un très bon livre sur Heidegger. Et Alfred Noll a publié un article dans Die Zeit pour dire que lui, en tant que juriste, étudiait la possibilité de poursuivre sur le plan pénal la publication de tels textes. Donc ça, c'est la position du juriste. Moi, comme philosophe, je n'ai pas cette position. Ma position est celle de la critique, encore une fois, parce qu'on m'a si souvent traité d'éradicateur, Finkielkraut, de liquidateur, Bollon, de Torquemada, etc. Non, mon but c'est de faire connaître Heidegger pour ce qu'il est. Pour moi, la critique, ça consiste à discerner ce qu'un auteur a exactement pensé et écrit pour qu'il porte la responsabilité de ce qu'il pense et qu'il écrit. Voilà, qu'on ne le fasse pas passer pour autre chose qu'il l'est. Comme le dit par exemple Heidegger, le laisser-être est la suprême violence, dit-il en 1932 dans une lettre à Blochmann. Donc on ne dit pas que la Gelassenheit est une douce philosophie à la manière des Descartes. Alors, je reviens. Donc, dans le champ de la philosophie académique, cette volonté donc, de domination et d'annulation de l'adversaire prend pour cible tout à la fois la phénoménologie husserlienne et la philosophie d'Ernst Cassirer. Cette double confrontation est relativement bien connue et bien documentée. Dans ses conférences de Kassel de 1925, par exemple, qui s'intitule, le titre en lui-même est tout un programme, le combat actuel pour une vision du monde historique. Das heutige Kampf eine historische Weltanschauung. Eh bien, Heidegger reproche à Husserl ce qu'il nomme sa Geschichtsfeindlichkeit, son hostilité, le fait d'être un ennemi de l'histoire ou de l'historicité. Cette histoire dont il soutient dans les traitants qu'elle est constitutive de tout Dasein. Donc, qu'est-ce qu'un Dasein qui serait ennemi de l'histoire? Est-ce qu'il mériterait encore le nom de Dasein? Alors, par ailleurs, en ce qui concerne l'opposition frontale à Cassirer, c'est principalement l'affrontement célèbre en 1929 lors des rencontres de Davos qui est étudié. Et je propose de remonter brièvement plus haut, de voir comment, au premier chapitre des traitants, Heidegger contredit et neutralise la façon dont Cassirer amorce philosophiquement en 1923 le premier volume de sa philosophie des formes symboliques. Alors, nous savons tous que les traitants s'ouvrent sur l'affirmation selon laquelle la question de l'être serait tombée dans l'oubli. Il s'agit d'affirmer la différence ontologique entre l'être et l'étant, et comme l'écrit Heidegger au paragraphe 1, page 4, l'être n'est pas quelque chose comme de l'étant. Or, cette différence est-elle si oubliée que ça? La distinguer Sein und Seiende, est-ce quelque chose que Heidegger invente ou retrouve après 2 millénaires d'oubli? Ouvrons la philosophie des formes symboliques, le premier tome, 1923. Eh bien, dès les 2 premières phrases de l'introduction,
Cassirer distingue le concept d'être, Sein, qu'il considère comme le tout premier commencement de la spéculation philosophique, et d'autre part, la multiplicité et la diversité de l'étant, Seiende. Donc ce livre s'ouvre sur l'affirmation d'une différence du Sein et du Seiende. Nous sommes 4 ans avant être et temps. C'est vraiment un point qui me frappe parce qu'il n'a jamais été souligné et il crève les yeux. C'est un peu comme la lettre volée. Donc, visiblement, Heidegger s'empare d'une distinction cassirerienne, mais pour la retourner complètement. Alors, je ne peux qu'esquisser la démonstration, mais je le fais très brièvement. Cassirer part donc précisément de cette différence Sein-Seiende, qui est présente en outre comme point de départ de la philosophie. On ne peut pas la valoriser davantage. Et il admet ensuite que ce tout premier moment est celui où, dit-il, surgit la manière spécifiquement philosophique de considérer le monde, d'avoir une Weltbetrachtung. Il y a donc quelque chose d'assez provocateur dans la façon dont Heidegger, 4 ans plus tard, en 27, affirme d'emblée que la question de l'être est tombée dans l'oubli. C'est une manière de récupérer Cassirer en l'annulant, vous voyez. D'autant qu'avec les termes être, étant, monde, Sein, Seiende, Welt, qu'introduit d'emblée Cassirer, nous avons 3 des 4 termes fondamentaux de être, étant. Alors, je ne parlerai pas évidemment d'un simple emprunt tacite ou d'un plagiat, dans la mesure où Heidegger ici reprend et thématise ces mots Sein, Seiende, Welt, mais pour les inverser, pour en inverser le sens. Cassirer parle de concept de l'être, de spéculation et surtout de Bewusstsein, de conscience. Heidegger, au contraire, annule ce vocabulaire. Si, comme le disait le théologien Karl Braig, qui fut le maître de Heidegger et qu'il alors pour le coup plagie et copie littéralement sans le dire au début de Être étant, si l'être transcende toute détermination conceptuelle, il y a une phrase de Braig que reprend Heidegger presque littéralement, je l'ai montré dans le livre Arendt et Heidegger, on ne fera pas de l'être un concept. Donc, on ne parle pas de Begriff. On peut donc dire que de façon tacite, Heidegger se place d'emblée du côté de la manière de penser et de parler de Braig contre la manière de penser et de parler de Cassirer. Et surtout, l'auteur d'Être étant substitue à la référence privilégiée au Bewusstsein, à la conscience, la référence au Dasein. Il n'est plus question de l'être conscient, mais de l'être là, ce qui fera par exemple dire dans son raison à Habermas, dans sa préface à l'édition allemande du livre de Victor Faria sur Heidegger et le nazisme, que Heidegger aurait accompli un pas décisif sur le chemin de l'argumentation qui permettra de dépasser la philosophie de la conscience. En fait, c'est plus qu'un dépassement, c'est une annulation, je pense. Alors, à partir de la seule confrontation entre donc les 2 premières phrases de l'introduction de 23 de Cassirer et le premier chapitre de Être étant publié en 27, on peut formuler l'hypothèse de lecture suivante. En thématisant la différence entre l'être et l'étant, loin de proposer à la pensée philosophique un motif nouveau oublié tout au long de la métaphysique occidentale, Heidegger reprend sans le dire une distinction donc, qui constitue le point de départ de la philosophie des formes symboliques de Cassirer. Alors pourquoi accorder une telle importance à Cassirer au point de lui reprendre sans le dire le motif initial de sa philosophie des formes symboliques, mais pour en inverser la signification? Heidegger a-t-il pensé que Cassirer, par son intérêt pour les formes symboliques, n'était peut-être pas sans relation avec l'esprit même d'ouverture de ces loges humanistes avec lesquelles il ne pouvait certes pas s'accorder, étant donné son antisémitisme radical? Quoi qu'il en soit, il y a ce renversement, et Heidegger d'ailleurs ne se limite pas à ce renversement de la conscience au Dasein. Pour lui, pour Cassirer d'une part, excusez-moi, c'est à la conscience que l'opposition entre unité de l'être et multiplicité et diversité des étangs apparaît lorsque notre conscience entreprend de considérer le monde. Pour Heidegger, au contraire, la distinction entre l'être et l'étant ne peut être questionnée qu'à partir de l'existant ou du Dasein que nous sommes nous-mêmes. Alors, sur le nous, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que c'est un nous qui concerne tout être humain? On peut se poser la question. Alors, Heidegger inverse en outre la signification historique de la distinction Sein-Seiende. Cassirer, dans les 2 premières pages de son introduction, considère que les présocratiques auraient eu le tort de vouloir tout rapporter à un étant unique, pris comme fondement de tout ce qui est être. Ils auraient confondu l'être avec un étant unique. Cette erreur commune, selon lui, aux Éléates, comme aux disciples de Pythagore ou de Démocrite,
aurait été pour la première fois surmonté par Platon avec sa doctrine des idées. Je cite Cassirer, « Jusqu'alors, on tenait l'être pris sous la forme d'un étant singulier pour le point de départ bien assuré. Lui, Platon, au contraire, le reconnaît pour la première fois comme un problème. » Donc la philosophie commence avec Platon pour Cassirer. Heidegger, au contraire, dans son enseignement ultérieur, inverse le diagnostic historique et philosophique de Cassirer. Pour Heidegger, l'oubli de l'être aurait au contraire débuté avec Platon et sa doctrine des idées, tandis que la pensée estimée plus originale des présocratiques sera inlassablement réévaluée par lui, principalement à partir du cours de 32, où il affirme que le judaïsme et le christianisme et la romanité ont altéré et déformé la grécité originelle. Alors, s'agirait-il, je conclus sur ce point, d'un conflit entre deux philosophies antinomiques, l'une idéaliste, avec Cassirer et Platon, l'autre existentialiste? Je ne pense pas, puisque Heidegger affirme, comme le rappelle bien François Rastier dans son article justement du magazine littéraire, que se voir hébergé sous la rubrique existentialisme constitue, pour Heidegger, dit-il, un masque bien commode. Donc je dirais plutôt qu'il s'agit d'un combat entre philosophie et Weltanschauung, entre philosophie et vision du monde. Cassirer montre comment la conscience humaine s'éveille à la manière spécifiquement philosophique de considérer le monde, tandis qu'Heidegger soutiendra tout au contraire à Davos que, je le cite, c'est la vision du monde qui est la condition de l'acte de philosophie. On le voit ainsi explicitement retourner en son contraire la position philosophique de Cassirer. Pour Heidegger, nous sommes toujours déjà prédéterminés par une Weltanschauung qui n'est pas une conception de la conscience, mais une façon déterminée d'être au monde. Comme le résume aujourd'hui brutalement Alexander Dugin, eurasiste russe et disciple de Heidegger, dans une interview en anglais que vous pouvez voir sur Internet, « Das Dasein existiert völkisch ». Voilà Heidegger pour Dugin. Je crois qu'il l'a bien compris. Le problème, c'est qu'il le prend comme modèle. Alors, bien entendu, tout ça reste à approfondir. Je l'ai présenté de façon lapidaire. En mars aura lieu à l'université de Siegen, organisé par Marianne Heinz, un colloque sur être étant, après le colloque de l'an dernier sur le cahier noir qui est paru chez Suhrkamp. On souhaite que de tels colloques, de telles discussions qui iraient de être étant au cahier noir puissent aussi se tenir dans nos grandes universités françaises. Et justement, je crois que c'est un peu les prémices de telles discussions philosophiques que nous pouvons avoir aujourd'hui grâce à cette table ronde. Merci. Merci infiniment Emmanuel Faye pour ces précisions importante. Je donne maintenant la parole à François Rastier et nous pourrons discuter tous ensemble après. Oui, alors je dois excuser l'absence de Georges Arthur Goldschmidt que nous avions invité. Il est à l'inauguration d'une exposition des tableaux que son père a réalisés à Theresienstadt. Et donc il se trouve en Allemagne. Et à ce propos, je voudrais dire que nous avons des éléments nouveaux, mais d'une certaine manière, nous sommes les derniers. Ça fait 4 générations que des gens ont su lire dans Heidegger. Et je crois qu'il serait bon un jour de faire un reader, une archive commentée, voir ce qu'ont écrit des gens comme Robert Minder dans les années 60, etc. etc. Il y a une histoire de l'interprétation qui est à faire. Alors, il n'est pas sûr du tout que l'interprétation philosophico-philosophique, disons académique, soit la voie royale pour interpréter Heidegger. Heidegger, d'ailleurs, s'est défendu en disant « Mais non, il n'y a pas de philosophie heideggerienne. Il n'y a pas de philosophie heideggerienne. Même s'il devait y avoir quelque chose de ce genre, je ne m'intéresserai pas à cette philosophie, déclare-t-il
en 1955, et Beaufray, son introducteur, dit d'ailleurs, on ne résume pas la pensée de Heidegger, on ne peut même pas l'exposer. Donc, quand est paru en 2001, en 2000, le discours du rectorat, dans les œuvres complètes, programmées par Heidegger lui-même. Il donne à ce discours du rectorat qui commence et finit par Heil Hitler une légitimité philosophique. Et d'ailleurs, dans le même volume, se trouve un éloge à Schlageter, qui est le héros nazi par excellence, un discours aux médecins en leur disant « Vous savez, ce n'est pas la peine de conserver les vies inutiles », ceci à une époque où on commençait l'extermination des malades mentaux et autres, et autres handicapés, s'est intégré à l'œuvre philosophique. Que fait à ce moment-là Christian Sommer, qui est un chercheur des archives Bruxelles? Il fait un numéro spécial des études philosophiques pour expliquer que le discours du rectorat, ça ne peut être lu qu'à partir de Platon. Pourquoi Platon et pas... Vous voyez, il y a une sorte de suspens académique qui fait que les choses sont passablement déréalisées. Par exemple, en prononçant le discours de clôture du colloque international Heidegger et les Juifs, colloque qu'il avait initié et dont il a publié les actes dans sa revue, Bernard-Henri Lévy commence par reconnaître qu'il n'avait pas lu les cahiers noirs, en disant « Ah oui, mais je ne suis pas germaniste. » Ah bon, il faut être germaniste pour lire l'allemand. Bon. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de traduction. Et il développe ensuite des anecdotes sur le Dasein bondissant, enfin un certain nombre de stéréotypes lus partout, etc. Et cette non-lecture est érigée et peut-être érigée en principe. Badiou, en réponse à la parution de l'ouvrage collectif Heidegger, le sol, la communauté, la race, qui a été publié d'ailleurs dirigé par Emmanuel Faye, s'en prend aux inquisiteurs, aux herméneutes moraux, c'est-à-dire les auteurs évidemment de ce collectif, et il écrit, il publie cette phrase: « Il importe absolument de faire admettre partout que quelqu'un peut être ou avoir été anticommuniste, stalinien, philosémite, antisémite, hostile aux femmes, féministe, monarchiste, démocrate, militariste, nationaliste, résistant, nazi ou mussolinien, homosexuel, sexuellement conformiste, internationaliste, colonialiste, égalitaire, aristocratique, massiste, élitiste, et j'en passe, et être un philosophe de la plus grande importance. » Donc, il y a quelque chose de hors sol. Bon, certes, il y a une absence absolue de l'éthique dans la philosophie de Heidegger, mais il conclut, après cette énumération qui a mis sur la même ligne féministe et nazi, homosexuel et philosémite, sans doute pour faire de la philosophie une sorte de paradis, là encore platonicien, qui échapperait à tout jugement, où les idéologies les plus meurtrières peuvent très bien se blanchir et se recycler. Et Badiou conclut: « Je n'ai pas lu et je ne lirai pas cet ensemble. » Vous voyez, ça c'est très français. Hein. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus? C'est ce que viennent de faire ces gens qui enseignent à l'école normale, etc. Et sans se cacher, je veux dire, ça fait partie de leur légitimité. Alors, c'est vrai aussi que si on ne veut pas lire, ou si on ne lit pas l'allemand,
on est affronté à des traductions comme celle de Fédier, qui traduit national-socialismus par socialisme national, qui traduit Führer par grand dirigeant, et donc grand dirigeant du socialisme national, vous avez tout de suite reconnu Jean-Pierre Chevènement. Non mais, vous voyez, il y a une sorte de traduction de la même façon que au colloque Heidegger et les Juifs, Fédier a traduit racial par racé, mais tout de suite plus chic. Et donc, on nous annonce 2 tomes des Cahiers noirs pour le début 2018, mais rien ne dit que les traductions ne soient pas du même tonneau. Alors, une autre difficulté, c'est le fait que depuis bien longtemps, finalement depuis 1953, quand Habermas a publié un premier article, entre guillemets, contestataire, l'idée a prévalu qu'il faut penser avec Heidegger contre Heidegger. C'est-à-dire qu'aucune critique ne peut être recevable si elle n'est pas, si elle ne s'autorise pas de la pensée du maître lui-même. Ce que disait Derrida, c'est mon contre-maître. Et c'est un topos, et on le voit partout. Par exemple, Chantal Mouffe, inspiratrice de Podemos, dit avec et contre Carl Schmitt, etc. Donc tout ce corpus nazi, parce que Heidegger n'est pas seul, hein, c'est-à-dire derrière, il y a aussi Schmitt, Junger, Bäumler, etc. C'est un corpus qui est de plus en plus, non pas connu, mais revendiqué dans différents secteurs. Dans les facs de droit, on étudie Carl Schmitt, etc. C'est des auteurs du programme. Heidegger est rentré au programme 2 ans après le livre d'Emmanuel Faye. C'était une réponse de Ferry, en fait, hein, programme de la Greg. Et donc, on ne peut pas critiquer un auteur de la Greg. C'est celui qui permet de penser. Vous voyez, on est avec et contre. Bref. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on nous donne à lire ? Ou plus exactement, si Heidegger n'est pas simplement une idole du penseur indépendant de cartes de langage circonstancielles comme la profession de foi envers Adolf Hitler, si c'est un corpus, moi si sa pensée ne peut être saisie que par là, et d'ailleurs, c'est une pensée qui est posthume, c'est-à-dire qu'il a programmé de façon à être un auteur du XXIe siècle. Donc c'est un auteur de maintenant et qui, dans ses textes récemment publiés, fait lui-même la réinterprétation de Sein und Zeit, par exemple, en invalidant les lectures de type sartrien, l'existentialisme et tout ça, et en disant non, c'est pas la liberté, le Zung, ou enfin l'émancipation, c'est Bindung. C'est ça qui est le projet de Sein und Zeit. Et Bindung est un des mots-clés, par exemple dans le dictionnaire Nazi-Deutsch de Pechter, qui est de 1945, il explique très bien que Bindung, c'est la soumission au destin, et que c'est un des mots-clés de la langue nazie. Et que nous donne-t-on à lire ? Des tomes publiés dans un ordre apparemment erratique, vraisemblablement lié à une symbolique des dates par le maître lui-même, c'est-à-dire que, par exemple, le pendant de Sein und Zeit, qui va être les Beiträge, les contributions à l'histoire, paraît en 1989, un siècle après sa naissance.
les premiers cahiers noirs paraissent un siècle après 1914, puisque c'est le début de la catastrophe nationale, etc., etc. Il y a un symbolisme qui fait que le tournant est au... il y a une sorte de codage qui fait que le tournant est au début du millénium, c'est-à-dire 2000, le texte sur l'extermination totale. Alors tout le monde a dit, mais attendez, extermination totale, l'ennemi n'est pas désigné. Mais enfin, il n'est pas interdit de comprendre. Et puis, non, c'est 2001 l'extermination totale, et 2000 le discours du rectorat et les autres textes nazis qui s'intègrent à l'œuvre, et le commentaire qui vient ensuite dans les cahiers noirs, de 1931 à 1973, qui donne, dans un autre genre, mais beaucoup plus clairement, tout en restant crypté, l'interprétation de l'œuvre publique jusqu'alors connue. Et donc, on se trouve devant une duplicité interprétative et devant une difficulté qui tient au fait qu'on ne sait plus dans quel corpus plonger ce texte. Est-ce que ça va être un corpus philosophique? Est-ce que ça va être un corpus des idéologues nazis? Et en effet, aucun ne suffit. Et donc on pourra toujours vous dire, mais attendez, lisez Platon, lisez... Il s'est tenu avant-hier au Vatican un colloque sur Heidegger, financé par le groupe de recherche Edith Stein. Edith Stein est cette juive devenue catholique, puis carmélite, puis sainte, qui a édité les leçons sur la conscience intime du temps, qu'il a mis en forme, et Heidegger l'a publié, sans d'ailleurs lui rendre indiqué l'étendue de son travail, en 1928, juste au moment où il allait prendre la chaire de Husserl. Ça faisait partie de son travail. Et donc, le programme de ce colloque du Vatican, c'est Heidegger et Kant, Heidegger et Aristote, Heidegger, etc. C'est-à-dire, on redépile l'histoire de la philosophie vue à la lumière bénie de Heidegger. Et un des invités, c'est von Hermann, qui est l'exécuteur testamentaire, principal éditeur, qui a publié en italien et bientôt en français La vérité sur les cahiers noirs, dont le contenu, et il n'y a rien de tel, tout ça c'est des calomnies, etc. C'est purement disons, du négationnisme ce qui n'empêche pas von Hermann de faire des interviews, par exemple, avec Dugin sur des sites d'extrême droite allemande. Il faut voir aussi que ces cahiers noirs ont rénové tout l'intérêt pour Heidegger que portait la nouvelle droite et la nouvelle extrême droite à l'échelon international. Mais bon, nous, on est dans le cadre ENS, etc. Donc, on continue à faire comme avant. Et ce corpus heideggerien, il est encore notoirement incomplet. Et il y a 10 ans, Emmanuel Faye avait demandé l'ouverture des archives aux chercheurs. La pétition a recueilli des signatures, mais aucun professeur d'université en philosophie français en activité. Le seul a été Bollack. Non, je dis professeur titulaire. C'est intéressant parce qu'il y a une puissante volonté de déni. Alors, avant, on pouvait parler
pouvait dire oui, c'est vrai, il y a de l'antisémitisme dans les lettres, etc. Mais on va dissocier le nazi et le philosophe. C'est ce que font Baracassin et Badiou dans leur édition des lettres à Elfriede, en disant on peut être un nazi banal et un grand philosophe. Nazi banal, j'ai des doutes. C'est-à-dire, participer à la commission qui qui édifie les lois antisémites de 1935, ça veut dire qu'on n'est pas si banal que ça. Et alors, donc la question, ça va être à partir de quoi on peut travailler et quel est le programme de recherche, quel est le programme de lecture et de relecture du corpus. D'une part, le corpus d'élaboration, c'est-à-dire, par exemple, comment, dans un Insight, se trouve réécrit non seulement l'éthique à Nicomaque, ça avait été vu depuis longtemps, mais le premier tome de la philosophie des formes symboliques, on vient d'en parler, vous voyez. Parce que pour écrire 102 tomes, c'est-à-dire beaucoup plus que Kant, Nietzsche, etc., réunis, Hegel réunis, qu'est-ce qu'il fait ? Il réécrit en annulant l'ensemble du corpus tout autour de lui. C'est d'ailleurs son programme, de détruire la philosophie. Il le dit très gentiment dans les Cahiers noirs. Qu'est-ce que la pensée, das Denken, c'est pas ce qui est public. Et là, il y a un programme ésotérique. Nicht die Öffentlichkeit. Ce n'est pas pour ceux qui ont été éduqués par leurs propres esclaves. Alors ça, c'est le vieux thème moralisant de la prosopopée de Fabricius, de Rousseau, par exemple. Ce n'est pas pour la personne de l'homme. On ne veut pas de ça, sujet individuel. Ce n'est pas pour la culture, parce que la culture, c'est en juif, il le dit ailleurs, faire étalage de sa culture, les juifs font ça, enfin, etc. etc. Ce n'est pas pour les sciences, ce n'est pas pour la philosophie. Donc, c'est une litanie, cette définition, pas mariale, mais cette définition de la pensée, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, dans les Cahiers noirs 97, ça montre quelle est sa stratégie à cette période, qui est aussi celle de la lettre sur l'humanisme, etc. C'est-à-dire, on va créer une notion qui est la pensée, et qui va être opposée à toute argumentation et à toute conceptualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'utilise pas les existentiaux. Justement, Emmanuel a insisté là-dessus. Les existentiaux de Saint-Insight ne sont pas des concepts. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut appeler les light builders, c'est-à-dire des images prégnantes. Je vous demande pardon. Ça a été théorisé par Müller van der Broek, auteur prophétique en 1923 d'un ouvrage intitulé « Le Troisième Reich ». Il appelait ça les light builders comme l'équivalent littéraire des leitmotifs wagnériens. Et c'est les supports d'une pensée imageante ou sinon imaginaire, à la différence des concepts. Il y a donc tout un poudroiement de notions aussi chatoyantes qu'indéfinies. Par exemple, dans les Beiträge, la résonance, der Anklang, la passe, das Zuspiel, on ne sait pas comment traduire, le saut, der Sprung. Alors, méditons le saut, vous voyez, les avenirs, Zukunftiger. Et ça fait partie aussi du vocabulaire ésotérique, ceux qui vont venir, vous voyez.
et ça s'est répandu, hein, regardez Agamben, la communauté qui vient, etc. Ça fait partie du ton prophétique général de ces cahiers noirs. Hein. Ce n'est pas simplement rétrospectif. Il pose Heidegger comme le prophète des temps à venir. Et il en parle tout le temps. Il parle... Alors... le sens de ces icônes reste indéfinissable. Il n'y a jamais, évidemment, de définition, hein, faute de corpus d'interprétation, comme de référence à l'histoire de la philosophie. Le lecteur ne peut s'en remettre qu'à des associations. Est-ce que l'Alichtung, c'est une clairière ou c'est un essar? C'est-à-dire, on a détruit des choses pour faire la lumière. Vous voyez? Bon, non, mais... est-ce que c'est un éclairage? Est-ce que c'est une illumination? Voilà. Et donc, dans un colloque heideggerien normal, ces choses-là traversent l'espace. Tout le monde s'y reconnaît. Mais qu'en est-il? Parce que ça tient lieu, en fait, de ce qui est dénié, c'est-à-dire le discours philosophique lui-même. Hein, c'est bien de ça qu'il s'agit. Avec évidemment tous ces appendices horribles comme la rationalité, le fait qu'il puisse y avoir plusieurs points de vue et donc une distance critique, alors que la Weltanschauung n'a pas de distance critique, elle l'annule. Weltanschauung, ce n'est pas simplement chez Heidegger en 1925, c'est le mot-clé dans Mein Kampf en 1925 aussi, c'est-à-dire on est dans la post-vérité. Le critère de la vérité, c'est notre vision du monde, point. Et c'est pour ça que c'est si actuel. Hein. On adore Heidegger parce que le nazisme est une vision du monde, on l'a dit d'ailleurs, ça a été l'objection. Et... appliqués à l'histoire, les light builders en détruisent l'intelligibilité. Par exemple, Arendt est arrivé à faire du Kant une light build du totalitarisme, ce qui lui a permis de dire que, par exemple, l'Italie fasciste n'était pas totalitaire, bien que Lévy, par exemple, se soit trouvé au camp de Carpi. Bref. Et l'historiographie même de la Shoah a été retardée par ce genre de billevesée. La Shoah par balle, on a commencé à y travailler plus de 50 ans après, alors que le camp, ça parle, et surtout les métaphores arrivent. Si vous regardez l'écriture auschwitzienne des faux témoignages, vous avez évidemment les feux, les flammes, enfin toutes les métaphores, etc., que les vrais témoins, y compris les gens qui étaient dans les Sonderkommando, n'attestent pas. Hein, n'attestent pas. Donc, cette façon de détruire l'histoire et de la mythifier n'est pas sans conséquence sur sa compréhension même. Il s'agit d'ailleurs d'être bien au-delà de l'histoire dans la métapolitique. Hein, toutes ces icônes sont des acteurs imaginaires dans un récit mythique qui est celui d'une gnose germanique, en fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments gnostiques chez Luria, mais ça ne veut pas dire qu'il y en avait partout. Je veux dire, dans toute l'Allemagne secrète, toutes ces sectes, Guido von List disait, mais les secrets de la germanité sont scellés dans la Kabbale, etc. C'est ça le corpus, c'est pas Luria. Hein. Sauf que Luria, à partir de Luria, les grands messies juifs comme Sabbatai Zevi, qui s'est converti à l'islam, et d'ailleurs la secte existe toujours, ou Franck qui s'est marié avec sa fille à l'église. Ces messies-là, contre lesquels le hassidisme lui-même s'est constitué, hein, n'oublions pas, c'est ce qui sert de référence. Il faut voir comment Arendt parle de Sabbatai Zevi en disant c'est un grand mouvement populaire.
comme si c'était la vraie révolution. Oui, 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 mais bien sûr, mais ils sont tous à parler de Zévi dans Agamben, parce qu'il y a plusieurs générations là-dedans. Le dernier livre d'Agamben, L'usage des corps, est purement heideggerien, tout comme le premier, Langage et silence, où il dit, mais la véritable compréhension, la véritable compréhension de la loi, c'est sa transgression. Ce que faisait d'ailleurs Zévi. C'est pour ça qu'il est l'exemple. Et ça, Agamben écrit ça dans Ce qui reste d'Auschwitz, où, comme par hasard, il prend le musulman des camps, c'est-à-dire le détenu frappé d'inanition, et il le place au centre de la rose céleste de Dante. C'est-à-dire que le juif devient musulman. Vous voyez, enfin, c'est comme Zévi. Et il y a tout un discours autour. Donc, cette mythification, et il faut voir que Ce qui reste d'Auschwitz est une référence dans tout le monde du témoignage, enfin, chez beaucoup de gens. C'est-à-dire, on va prendre la pensée pour comprendre la Shoah. C'est le défi que lancent Troni et Di Cesare en 2014-2015 en disant, grâce au cahier noir, on va pouvoir enfin comprendre la Shoah. Évidemment, si l'auteur a collaboré aux œuvres, aux lois antisémites, c'est certain qu'il va permettre de le comprendre. Un auteur qui parle de la criminalité planétaire de la juiverie mondiale est évidemment l'auteur qu'il faut pour comprendre. Alors, je finirai là. J'avais exprimé il y a une dizaine d'années la crainte que les textes les plus radicaux ne paraissent enfin, puisque en 2001 sont parus des textes radicaux, mais ça a été étouffé. Et qu'ils soient ensuite accueillis comme marée en carême. Mais si vous lisez Di Cesare, Heidegger, la Shoah et les Juifs, paru dans la bibliothèque, la librairie du XXIe siècle, récemment, c'est bien ça qui se passe. C'est-à-dire, elle explique que seul Heidegger peut comprendre l'extermination. Et la thèse d'un nazisme supérieur à l'hitlérisme, c'est-à-dire le bon nazisme, prend de la consistance. Je lis En attendant Nadeau, qui n'est pas une revue d'extrême droite, ce commentaire sur Heidegger: on n'est pas à côté comme un compagnon de route, c'est vrai, on est au-dessus. Le nazisme politique apparaît comme une forme dégénérée de cette pensée. C'est bien dégénéré dans ce type de texte. Ça veut dire que, finalement, Hitler est coupable d'un crime, c'est d'avoir abîmé la philosophie de Heidegger. Sloterdijk, Sloterdijk, dans le colloque Heidegger et les Juifs de 2015, à la BNF, déclare: dans l'offre actuelle du marché, il n'existe rien de plus attirant qu'un national-socialisme. Un national-socialisme, peut-être pas l'ancien, mais bon, un national, pour faire avancer l'avant. L'avant, c'est les Reindis, c'est-à-dire, entre autres, l'extermination ou l'événement au sens de Badiou. Il le revendique, Badiou. C'est pas un problème, simplement, il donne un autre contenu, mais un contenu révolutionnaire. C'est une coupure dans l'histoire. D'ailleurs, tous les gnostiques vont vous dire que dans l'histoire, il y a des coupures. Il y a avant et après. Le problème, c'est que pour ce courant nazi de l'Allemagne secrète, c'est évidemment l'extermination qui fait le bon. Et voilà. Et Sloterdijk continue en disant: mais l'histoire, H majuscule, quand l'histoire a-t-elle fait des délicatesses lorsqu'il s'agissait de recruter ses agents?
voyez, c'est une sorte de destin qui recrute. Et ça, c'est la revue, la règle du jeu, colloque, tout ce qu'il y a de plus patronné. Et c'est l'intuition d'ailleurs de Tom Rockmore, qui voyait dans la pensée de Heidegger la forme idéale du nazisme. Il écrivait ça en 92. Et je voudrais simplement dire que il ne suffit pas d'avoir un point de vue rétrospectif, il faut aussi, il y a tout un programme de recherche, des gens comme Sidonie Kellerer ou d'autres, pour arriver à comprendre ce qui est dit, en rendre compte sur la relecture en cours de Heidegger sur un corpus qui n'est pas encore achevé, et aussi pour relire le corpus d'interprétation, notamment le corpus nazi qui est très mal connu en fait en France, y compris la langue nazie. Il y a eu des choses, mais ça reste... vous voyez, par exemple, en 1933, Heidegger parle de Sein und Zeit, et il dit ce n'est pas simplement ce n'est pas la libération, c'est la Bindung, c'est-à-dire l'emprise. Et la phrase suivante, il est question de Blut und Boden. Bon, je veux dire, c'était tellement banal Blut und Boden que ça a donné la formule Blubo, vous voyez, par abréviation. Donc tout ça est à lire et on ne peut pas rester dans le suspens. Alors évidemment, dans aucun département de philosophie à l'heure actuelle, on ne pourrait faire ça. Dans un département d'études germaniques, c'est possible, mais c'est un impact absolu. Donc il y a un gros travail devant nous. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à tous les deux pour ces éclaircissements très importants. Je ne vais pas poser de questions pour lancer le débat, étant une convaincue de la première heure de vos propos. Je donne donc tout de suite la parole à la salle, puisque nous avons très peu de temps. Nous étions censés terminer maintenant. Donc, je vous laisse quand même 10 minutes, vu qu'il doit y avoir un petit créneau entre les deux interventions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Parlez fort parce que tout est enregistré. C'est juste une petite question par rapport à Luria. Il n'y a pas de citation réelle de Luria dans les appels de gamme. Aucune. Non. C'est vraiment une surinterprétation. Et puis c'est l'idée, il est des nôtres. Vous voyez, dans le dictionnaire dans le dictionnaire en 2010, dictionnaire de la pensée juive en France ou autre, il y a un article Heidegger, celui de Ben Soussan, vous voyez. Alors, l'auteur de l'article s'en explique en disant c'est une boutade, etc. Mais la volonté d'intégrer Heidegger au judaïsme fait partie de son propre programme d'élimination. Pourquoi est-ce qu'il tend des leurs messianiques, seul un Dieu peut nous sauver, etc. C'est pour ces étudiants qu'il transforme en troupe d'assaut, disait-il à l'époque, alors que Jonas commençait à se dire mais on dirait des étudiants autour d'un tzaddik ou d'un gourou, vous voyez. Donc il disait il y a une drôle d'ambiance quand même. Mais en fait c'est un projet, et c'est un projet, je veux dire, c'est pas par hasard que Heidegger fait des cours à l'école rabbinique. Elle est convertie, mais son projet c'est quoi? Vous voyez, elle a reçu le prix de la culture, des communautés hébraïques en Italie. Or, c'est quelqu'un qui va vous expliquer que le corpus, par exemple, Torheit, le mot Torheit, la folie dans Nietzsche, elle dit mais ça ressemble à Torah.
Vous voyez, dans une autre langue. Donc il y a des paronomases. Or, c'est un passage où Nietzsche est en train de dire, de prendre pour cible la folie des prêtres. Il écrit d'ailleurs Thorheit avec un H, pour qu'il y ait, en plus qu'il y ait la colère de Thor derrière. Bon, donc il se passe des choses bizarres. Hein, bizarres. Voilà, pardon. L'histoire d'une pensée existentialiste depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui dans le livre de Cagliastas sur Nicolas de Cuse. Et donc là, je pense qu'il a un grand talent de recherche, mais on n'a pas encore, même pas encore commencé. Il va m'envoyer sa conférence chaque. Donc l'existentialisme, c'est une question. Le deuxième point, on ne sait pas dans quel corpus plongeait Heidegger. Il a donné lui-même une indication très précise. C'est cité dans un recueil qui n'est pas très scientifique, c'est l'échange de lettres entre Blumenberg et Carl Schmitt. Et je n'ai pas encore regardé si les éditeurs donnent la source précise. C'est possible, mais ce n'est pas possible. Mais Heidegger, il dit que Spranger, donc Eduard Spranger, était pire que lui. Et malheureusement, c'est vrai parce que Spranger était beaucoup plus pernicieux dans sa façon de procéder, parce qu'il s'est toujours, jusqu'à aujourd'hui, donné l'impression d'être un bon humaniste, mais il partage de fait cette fameuse Weltanschauung. Et là, pour démêler un peu ce qui est mythologique et ce qui est historique, il y avait à cette université même un professeur, Jacques Ridé, qui a fait son habilitation là-dessus. Le livre, il est ici à la bibliothèque en 2 volumes. C'est un très très long titre, mais si vous regardez Jacques Ridé, il a écrit rien d'autre ensuite. Pourriez-vous poser votre question brièvement pour qu'on puisse donner la parole à d'autres personnes, s'il vous plaît? Et donc, l'Ouria et la Kabbale, etc., on trouve peut-être pas des citations directes chez Heidegger, mais on trouve le syllabe LOS, L-O-S. Et donc, le dernier point, il est très très difficile. Ça concerne la Weltanschauung. La Weltanschauung n'est pas forcément quelque chose de post-vérité. Weltanschauung, c'est juste une autre façon de penser. Donc, on peut penser à partir de soi-même pour être un peu rapide. On réfléchit, on arrive à des principes, on pourra dire, donc une démarche mathématique, une démarche philosophique, comme on l'a chez Descartes par exemple, ou bien on peut penser à partir des postulats. Et là, on n'est pas encore dans la post-vérité. Ça vient ensuite. Si les postulats se renferment et deviennent vraiment quelque chose qui part l'accès à la réalité, à ce moment-là, on est derrière dans la post-vérité. Mais une Weltanschauung en tant que telle est juste quelque chose qui est basé sur des postulats, au lieu d'être sur un processus de connaissance, de recherche des principes, etc. C'est une adhésion intime. Oui, mais ça, c'est plus tard. Oui, oui. Là, je parle de la création d'une nouvelle Weltanschauung. Mais dans le cas de Heidegger, il a tout un cours sur la Weltanschauung en 29. Et je veux dire, ça a été mal compris en France, parce que par exemple, quand vous lisez les travaux sur Descartes d'un bon historien comme Henri Gouillet, il parle de la vision du monde du jeune Descartes. Là, bon, c'est une perspective que nous avons sur l'existence. Ça n'a rien à voir avec cette Weltanschauung, dont Heidegger dit bien, en citant Schelling, que c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, qui est toujours déjà là et qui est ontologisé, qui est constitutif de notre Dasein. C'est vraiment notre... la force de Heidegger, je trouve, c'est qu'en 25, il utilise effectivement le même terme que Mein Kampf, Weltanschauung, heutige Kampf, le combat pour une vision du monde, mais en 27, de manière beaucoup plus adroite dans les traitants, il ne parle plus de Weltanschauung, il parle d'être dans le monde. Il a ontologisé la Weltanschauung, et à partir de là, effectivement, on est toujours déjà prédéterminé. Aujourd'hui, cette position-là est comprise et revendiquée, notamment par Dugin. Das Dasein existiert völkisch. Donc celui qui n'existe pas de manière völkisch n'a pas de Dasein. Ce ne serait pas justement le point de définition de l'introduction du nazisme dans la philosophie, ce passage-là, parce
Oui, et alors le plus grave, c'est pour ça que je m'intéresse à Arendt, c'est qu'en septembre 1954, quand elle fait une sorte de coming out en disant « je ne suis pas philosophe politique, je suis politologue », elle introduit les existentiaux dans le champ politique en disant « il faut repenser la politique à partir de l'être dans le monde ». Et alors, ça paraît, c'est toutes ces thématiques sur réenchanter le politique à partir du vivre ensemble dans le monde commun. Simplement, ce monde n'est là que pour quelques-uns. Et cette dimension sélective, aristocratique, déshumanisante du monde commun dans la cité, on le trouve en fait très précisément dans les écrits d'Arendt, malheureusement. Mais ça, c'est encore un autre problème. Et pour rester à Heidegger, le glissement de Weltanschauung à Être dans le monde, 25-27, c'est la même chose, mais on ne l'a pas assez vu. Donc, il faut voir, cette vision du monde n'est plus celle d'une conscience qui constitue une détermination du monde comme dans la philosophie des formes symboliques de Cassirer. Il n'y a plus de Bewusstsein. Oui, j'aurais une question à propos du terme métapolitique. Si j'ai bien compris, Heidegger l'utilise dans les cahiers. Vous l'utilisez l'un et l'autre dans vos livres comme un terme critique pour désigner un certain type de discours, si je comprends bien. Je l'utilise aussi dans certains livres. Quel sens vous lui donnez? Heidegger l'utilise 3 fois. Il y a 3 occurrences dans Les Cahiers Noirs, c'est en 1934, où il dit que la métaphysique doit laisser place à la métapolitique du peuple historique, ce qui est un programme, dit-il, de fin de la philosophie. Donc c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on pensait que ces thématiques du dépassement puis de la fin de la philosophie, c'était 43-47. Non, dès 1934, au moment le plus virulent de son exposition publique au nazisme, il a cette position. Alors ensuite, le terme ne revient pas. C'est un moment, je crois que c'est un opérateur chez lui qui lui permet de changer de registre, de montrer que, bon, il a parlé, parce que là aussi, ce que je trouve très intéressant dans la question que vous posiez, Astrid Guillaume, vous disiez que Sein und Zeit est un programme en soi. Et quand on lit Sein und Zeit, il est tout le temps question... Oui, les questions, je ne les ai pas posées, j'ai laissé les... Donc j'avais donné une quinzaine de questions. Non, parce que vous dites, Heidegger, dans la pensée de s'installer dans le temps, Sein und Zeit est un programme en soi, va-t-il nous réserver encore beaucoup de publications? Oui, Sein und Zeit est un programme en soi, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire que... Sein und Zeit, vous avez constamment cet horizon encore provisoire, etc. Il y a un inachèvement proclamé, d'ailleurs. Le livre, c'est étonnant, est publié avec au paragraphe 8 le plan d'un ouvrage dont on ne donne que le tiers. Donc la destruction de l'ontologie n'est pas encore accomplie. Ce qu'il s'agit, paragraphe 74, c'est de poursuivre le combat et de choisir son héros dans le partage Mitteilung du peuple dans son destin, dans la Gemeinschaft commune. Donc vous avez ce programme, et alors ce programme est repris, actualisé dans les Cahiers Noirs de manière plus explicite. Dans les Cahiers Noirs, Heidegger repart exactement de ce qu'on trouve dans Les Traitants, c'est-à-dire le glissement de la question « qu'est-ce que l'homme » à la question « qui est l'homme ?» C'est de là, exactement, la première page des Cahiers Noirs part de là. Et le programme métapolitique consiste à dire que, bon, qu'avait fait Heidegger? Pour détruire le néo-kantisme, il fallait relire Kant en disant ce n'est pas une théorie de la connaissance, c'est une métaphysique du Dasein. Mais cette métaphysique du Dasein, en fait, les lettres à Elfried le montrent, c'est une métaphysique du Dasein allemand, dit-il dans ses lettres. Une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin du mot métaphysique. Donc la métapolitique permet de basculer dans autre chose. Ensuite, Heidegger forge son langage idiosyncrasique, celui des Beiträge. Donc il annule non seulement la métaphysique, mais la langue philosophique. On tombe exactement dans les Leitbilder qu'a parfaitement pointé François Rastier. Et ce mot métapolitique, il reste quand même en réserve pour bien la reconstruction de la nouvelle droite européenne après 1945. Ça sera le mot-clé. Et le grand hebdomadaire de la nouvelle droite en Allemagne, Deutsche Junge Freiheit, sera créé en 1971
dans la maison du fils Heidegger, Hermann Heidegger. C'est son petit-fils qui raconte ça. Il avait un copain qui, dans la maison, était fasciné. Il venait tout le temps chez Hermann Heidegger parce qu'il découvrait enfin un lieu où on avait toutes les revues d'extrême droite semi-clandestines allemandes. Donc une bonne bibliothèque. Il venait lire cette bibliothèque. Il s'est dit un jour, bon, il faut faire un journal. Ça sera une Freiheit. En France, il y a tout un programme métapolitique qui est connu de longue date. Et ce qui est terrible quand on va dans des universités comme l'université de Moscou, c'est que alors qu'en France, en Allemagne, il y a encore une digue, même si certains dirigeants de Alternative für Deutschland nous disent aujourd'hui il faut réhabiliter le mot völkisch. Mais dans les universités allemandes, dans les universités russes, on a été accueillis par des collègues qui nous disaient mais les cahiers noirs c'est très bien, Heidegger parle très bien de la russité. Effectivement, au moment du pacte germano-russe, Heidegger explique qu'il y a deux peuples dont la russité et la Germanentum ou Russentum qui risquent d'être malheureusement déracifiés. Il y a un risque d'Entrassung. Alors là, c'est comme vous le dites, comme marée en carême. Donc j'essaie de rappeler à mes collègues que c'est un bref passage. Heidegger ne dit ça qu'au moment du pacte germano-russe. C'est vrai que, disons, dans les vraies extrêmes droites européennes depuis 1945, il y a l'idée que la réserve génétique de la race blanche se trouve en Russie. Et donc la lecture de Dugin, etc., va dans ce sens, parce qu'il n'y a pas que le nordicisme, il y a aussi une sorte de russicisme. Vous allez regarder sur des sites comme Metapo, puisque la métapolitique, c'est la moindre des choses dans ces courants-là. Il est évident que c'est un peu la feuille de vigne d'une théologie politique, c'est-à-dire qu'il y a des forces dans l'histoire, le destin, la race, enfin toutes sortes de choses qui doivent gouverner l'étroite politique. Et d'ailleurs, tout ce qui est démocratie, etc., est abhorré tant par Agamben, Arendt, etc. Enfin, toute la séquelle et Heidegger lui-même. Et alors, un argument qu'on donne toujours en disant on a besoin de Heidegger non seulement pour penser la Shoah, mais pour comprendre le monde moderne, la critique de la technique, etc. Et en fait, Occident, écrit Heidegger, est un concept qui renvoie au christianisme juif. Donc, en réalité, la critique de l'Occident est elle-même, c'est-à-dire c'est un antisémitisme au sens large, mais la notion d'antisémitisme s'étend aux sciences, à la rationalité, etc. Et donc, on ne peut pas séparer l'antisémitisme qui serait localisé et la vraie critique de l'Occident. C'est l'argument par exemple, de Jean-Luc Nancy, banalité de Heidegger. On a besoin toujours de Heidegger pour critiquer l'Occident. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons interrompre maintenant le débat. Voilà, je suis désolé d'interrompre le débat. Je suis très heureux qu'il ait eu lieu et vous serez les bienvenus pour continuer une autre fois et organiser éventuellement aussi avec le soutien de l'UFR. Mais voilà, on est obligé malheureusement de garder des séquences. Mais j'espère que la discussion va peut-être... Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Donc il y a des livres et des bons de commande là. Si vous voulez voir le corpus livresque, il se trouve sur les deux tables en sortant à gauche.